bienvenue à Inspire. Élevez votre potentiel en maîtrisant les secrets des plus grands experts. Je suis Lorraine Martin-Dupont et mon invité aujourd'hui, c'est Igor Araujo. Igor est 4 fois champion européen de Jiu-Jitsu. Il a été une figure emblématique du MMA en Suisse. Le MMA, c'est le Mixed Martial Art. Non seulement il a été une figure emblématique du MMA, mais il a été le premier résident suisse à signer un contrat avec UFC. UFC, c'est Ultimate Fighting Championship. Aujourd'hui, Igor Araujo est directeur d'une école, d'une académie de Jiu-Jitsu, un studio de Jiu-Jitsu en quelque sorte, où il a plus de 600 élèves. Et ce qui est merveilleux avec Igor, c'est qu'au-delà de toutes ses réussites, c'est surtout un homme qui, à un moment donné, a fait un pari sur lui-même. Et nous allons ensemble, ce matin, découvrir son parcours inspirant, où il a dû faire face à ses peurs, prendre des risques et surmonter les déceptions. Donc je vous invite à chaleureusement accueillir Igor Araujo, qui va nous parler et nous témoigner de son parcours inspirant. Bonjour à tous. Lorraine, merci pour l'invitation, pour l'opportunité. Et merci à vous tous pour le moment que vous avez séparé un peu pour rester avec moi ce matin. D'abord, je suis comme la majorité ici, un immigrant. Donc des fois, mon français ne va pas être parfait comme de tout le monde. Donc si vous n'avez pas compris une chose, moi je pourrais expliquer 1000 fois. Si vous avez le temps d'écouter ça 1000 fois. Comme Lorraine elle a bien dit, moi je suis un Brésilien. J'ai arrivé ici en 2006. Et depuis là, je suis à Genève. Je fais un travail très difficile et un travail très... Ça me rend très fier avec les enfants, avec les adultes ici à Genève. Avec le sport, Jiu-Jitsu brésilien et UFC. Et UFC, si vous ne savez pas, c'est le combat que les gens font dans la cage. Que les gens se tapent. C'est horrible, mais c'est très cool en même temps. Il n'y a pas beaucoup de violence, il y a moins de violence que le foot. Parce que le foot, les gens tapent l'autre par derrière sans rien dire. Et nous, on se tape et après, on s'aime bien. C'est un peu comme la vie. Tu dois supporter les frappes pour être plus fort, pour avancer dans ta vie. Moi, j'ai commencé ce sport, après j'ai essayé le foot, mais c'était difficile pour moi. Et à un moment, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu mon père, il avait 15 ans. À l'époque, j'ai perdu un peu la motivation de continuer à faire le foot. J'ai passé pour pas mal de problèmes financiers, l'argent et tout ça, j'avais pas. J'ai pas non plus, même maintenant, mais à l'époque, j'avais moins encore. Et à ces moments-là, j'ai décidé de changer de sport. Je suis passé... Parce que moi, dans ma vie, je ne sais pas pourquoi, je suis quelqu'un... J'ai beaucoup de foi à Dieu, beaucoup. Donc, je fais beaucoup de confiance en lui, je sais que ma vie, c'est dans ses mains. Et je savais que moi, je n'ai pas de sortie de ma mère pour être quelqu'un, entre guillemets, normal. Moi, je dis, j'ai sorti pour servir les gens, pour aider les gens. Et depuis le tout début de ma vie, c'était ça mon travail. Quand j'étais à l'école, j'étais petit, j'étais tout le temps... J'ai essayé d'aider les gens et après, au foot, j'ai essayé d'aider les gens. À UFC, au MMA, j'ai aussi continué à aider les gens. Et ici à Genève aujourd'hui, grâce à Dieu et mon travail, je peux faire mon Dieu aveu que moi j'aide 600 personnes tous les jours presque. Et si on prend les parents et tout ça, on touche une communauté de plus de 1000 personnes. Et au tout début, c'était très difficile. Moi, j'ai sorti d'une petite ville au Brésil qui s'appelle Patos de Minas. J'étais obligé de me déménager à Belo Horizonte parce qu'au tout début, j'avais jamais dans ma tête de continuer comme tout le monde. Parce que depuis petit, mon papa, je me rappelle des fois, je dis, papa, donne-moi un peu d'argent, mes amis, ils vont à McDonald's. Non, je ne te donne pas. Je dis, mais tout le monde va manger là-bas. Il dit, mais toi, tu n'es pas tout le monde.
Donc j'ai appris ça bien avec mon père. Depuis petit, je sais que je ne suis pas comme tout le monde. J'espère que ça ne va pas être... c'est pas arrogant que moi je parle, mais c'est vraiment que j'ai beaucoup de confiance en moi, que je suis capable de toucher pas mal de vies. Comme j'espère que si vous sortez de là aujourd'hui avec un petit peu d'envie pour faire des choses, pour chercher des choses, et c'était grâce à mes discours ici, ça sera... mon travail, elle était fait. Donc moi, j'ai parti des Patos de Minas. Je commençais à faire le jiu-jitsu là-bas. Mais le problème, c'était que moi, première chose, je n'avais pas l'argent pour payer mon club de sport. Et deuxième, je n'avais pas un kimono. C'est l'uniforme pour faire l'entraînement. Et moi, j'ai attendu. Je me rappelle que j'étais à l'époque, plusieurs fois, j'étais dans le club de jiu-jitsu et les entraîneurs, ils m'ont maltraité tout le temps. Ah, ici, ce n'est pas un cinéma, tu viens que pour regarder et tout ça. J'avais 17 ans, je ne sais pas. Et ça m'a touché à l'époque. J'ai dit, je ne vais pas accepter ça, ça va être pas, c'est pas pour moi. Et le jour que mon père est mort, mon père a cancer, le gouvernement il nous payait quelque chose, je ne me rappelle pas combien, mais l'argent, c'était l'argent nécessaire pour moi pour acheter mon kimono. Et là, j'ai acheté mon kimono, j'ai payé la première cotisation de Jiu-Jitsu à l'époque, parce que j'étais sûr que ce sport, il était là pour changer ma vie. Et j'ai passé pour pas mal de situations très difficiles dans ma vie. Mais moi, j'étais sûr que je vais commencer à faire le sport et ça va changer ma vie. Parce que je me rappelle que mon frère, j'ai un frère et une soeur, un jour, il m'a regardé et dit, Igor, tu penses qu'un jour, on va avoir une voiture? Et moi, je lui dis, écoute, Junior, c'est Junior son nom. J'ai dit, tu vas voir qu'un jour, on va avoir une voiture. Moi, je vais travailler pour ça. Et depuis ce moment-là que j'ai acheté mon kimono, je commençais à me donner le maximum possible dans mon sport. Parce que je n'acceptais jamais être comme les autres. J'ai pris la bonne leçon de mon père. Et j'ai dit, je ne vais pas être comme les autres, je vais travailler plus que tout le monde. Et je vais aller loin dans ce sport. Donc là, j'étais obligé d'aller dans une autre ville pour augmenter le niveau des préparations. J'ai pris un car. Je n'avais pas l'argent pour acheter le billet pour aller dans le car. Moi, j'ai demandé à tout le monde. À la fin, j'ai trouvé. Et j'ai arrivé à Belo Horizonte, où j'habitais pendant 5-6 ans, d'une manière très, très difficile. C'était très difficile pour moi à l'époque. Ce n'était pas tous les jours que j'avais les choses à manger. Des fois, j'avais une chambre pour dormir, l'autre jour, je n'avais pas. Donc, c'était vraiment un test que j'ai passé à l'époque. Parce que peut-être c'était Dieu qui dit, Igor, tu veux ça, donc prépare-toi, ça va être dur. Mais le test, moi j'ai réussi à chaque test, chaque jour. C'était difficile, oui, mais j'étais toujours croyant et sûr que mon chemin, c'était un chemin de victoire. Donc j'ai continué mon parcours jusqu'à le moment que j'ai commencé à décider d'aller plus loin. J'ai dit, je suis déjà à Belo Horizonte. Est-ce que le monde est ça ou on a encore beaucoup de choses à toucher? Donc moi, je vais voyager en Europe. Et à l'époque, c'était un truc impossible pour nous. D'abord financier, c'était impossible. Prenez un avion pour aller, pour passer. Pour nous, c'est très difficile pour les Brésiliens. Mais pour Dieu, c'était possible. Donc moi, qu'est-ce que moi je fais? Je commençais à travailler, j'ai vendu tout ce que j'ai eu dans ma vie. Tout ce que j'ai fait dans mes petites vies là, j'ai vendu. Et grâce à Dieu, avec l'aide des amis, j'ai acheté mon billet d'avion et j'ai arrivé ici en Amsterdam, en Hollande, en 14 décembre 2005. 14 novembre 2005. J'ai arrivé à Amsterdam, je n'étais pas capable de parler anglais, pas de portugais. Portugais un petit peu, ouais. Pas français, pas anglais. Et cette époque, c'était peut-être l'époque plus difficile de ma vie dans ce parcours que j'ai eu. Parce que j'étais dans un pays avec les gens qui m'ont regardé un peu comme ça. J'ai arrivé ici, j'avais 14 francs dans ma poche. 14 francs. 14 dollars. Seulement ça. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais l'envie d'aller au McDonald's, mais j'ai dit, si je vais aujourd'hui, je ne vais pas avoir les choses pour manger demain. Donc c'était difficile pour moi. Je me rappelle que j'ai passé devant les choses. Des fois, on passe devant
de la tabacerie, les choses comme ça, tu avais envie d'acheter un Oreo, quelque chose comme ça, mais je dis non, calme-toi, je n'avais pas l'argent. Donc les prochaines étapes de ma vie, c'était, je suis sûr et certain qu'elle était dessinée par quelqu'un plus fort que moi, par quelqu'un qui connaît plus ma vie que moi-même. Donc moi, je commençais d'abord à voyager les pays avec un petit kimono, rien dans le ventre, pas d'argent pour manger et tout ça. Mais chaque endroit que j'ai passé, j'ai donné des cours de jiu-jitsu à l'époque. Et je fais des compétitions de jiu-jitsu aussi. Et même quand je n'étais pas prêt pour la compétition, parce que je n'avais pas un endroit pour m'entraîner, j'étais capable quand même d'avoir des bons résultats. Et c'était avec les résultats, que c'était possible d'avoir un petit peu d'argent. Et après ça, je ne sais pas comment, j'ai arrivé aussi en Suisse, à Genève, en janvier 2006. J'ai reçu une invitation par email. Igor, on aimerait bien savoir si c'est possible, tu viens ici donner les cours de jiu-jitsu et tout ça. Et moi, j'étais perdu, je n'avais pas un endroit, je n'avais pas en adresse. Donc j'ai dit, moi j'avais 2 sacs avec toutes les choses que j'ai eues, que c'était quelques t-shirts, shorts et tout ça, et mon kimono. Donc j'ai dit, vous savez quoi, moi je vais partir. Et moi j'ai parti, j'ai arrivé. Mais avant d'y arriver ici, je me rappelle un jour, j'étais en Allemagne, non, j'étais à Amersfoort, en Hollande. J'ai entré dans un train sans savoir ma destination. J'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce que moi je vais faire maintenant. J'ai entré avec 2 sacs et j'avais 0 fonds à cette époque. Et moi je dis, qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Et à partir de ce moment, c'était presque Noël en 2006, parce que la personne que j'étais avec lui en Hollande, c'était quelqu'un très connu, mais il avait sa vie. Donc moi, il n'était pas responsable pour moi. Donc il est parti au Japon pour faire son combat. Il dit, Igor, tu vas où maintenant? Je dis, ouais, je vais chez un ami. Mais ce n'était pas vrai, parce que j'avais la honte de dire, je n'avais pas l'endroit à aller. Je vais chez un ami. Ah ouais, ok, cool. Il m'a mis dans le train. J'ai arrivé à une ville qui s'appelle Hanover, en Allemagne. Je me rappelle à l'époque, j'avais 0, je ne savais même pas, mais j'ai commencé à parler, j'ai regardé, je dis, ah écoute-moi, ta mamie ici, fais quelque chose pour moi maintenant. Parce que je suis dans une situation que je ne sais pas qu'est-ce que moi je fais. J'étais un peu perdu. Et à ces moments-là, je me posais sur une place. J'étais assis tout seul. Je me rappelle que c'était la première fois que j'ai vu la neige dans ma vie. Elle commençait à tomber sur moi. J'avais des 2 sacs à côté. Et je dis, Dieu, tu fais quelque chose pour moi, ta mamie ici, c'est ton problème maintenant. Moi, je suis ton problème. Et je me rappelle qu'en 2006, maintenant, je ne sais pas, mais on n'avait pas beaucoup de Brésiliens ici en Europe. La migration, elle était beaucoup petite. Donc, on n'avait personne pour parler portugais. Anglais, c'était comme ci, comme ça. Moi, j'étais tout seul, mais j'avais toujours l'espoir. Je dis, ça va aller. Moi, je suis là. J'étais accepté à la douane, que c'était très difficile. Le policier m'a regardé comme ça. J'étais mal habillé. Il m'a regardé, tu fais quoi ici? Je dis, ah, je fais boxe. Il m'a regardé, il m'a pris 5 minutes. Après, il dépasse. Je dis, ouf. Peut-être c'était quelqu'un qui a dit, laisse-lui passer, c'est mon fils. Ok. Donc, moi, à ces moments-là, j'étais dans cette siège à la rue et j'ai vu un monsieur qui s'approchait de moi. Jamais vu ce monsieur. J'ai essayé de parler anglais avec lui, mais à l'époque, c'était impossible pour moi. Il m'a répondu, toi, tu es brésilien, tu peux parler portugais avec moi. Je suis allemand, mais j'habitais à Rio de Janeiro. À ce moment-là, j'ai regardé en haut, je dis, merci beaucoup, monsieur. Il a commencé à me parler en portugais. Il a payé la house pour moi, c'était l'Internet, dans un endroit. À ce moment-là, j'ai contacté un ami à moi qui était en Hambourg, en Allemagne. J'ai pris un train. Je suis parti chez lui. J'ai donné quelques cours de jiu-jitsu. Je suis un petit peu d'argent. Et 3 jours après, j'étais ici à Genève. Et quand j'ai arrivé ici, c'était une réalité encore plus difficile pour moi parce que trop froid d'abord. Pas seulement le climat, les gens aussi.
tu es très froid pour moi, les gens ne parlent pas, rigole pas trop, travaille. Je suis quelqu'un que je suis tout le temps content, je parle. Les gens, des fois, me demandent, Igor, tu n'as pas de problèmes, tu rigoles tout le temps. J'ai beaucoup de problèmes. Moi, je ne laisse jamais mes problèmes cacher ma personnalité, parce qu'on ne peut pas laisser les problèmes cacher notre personnalité. Je pense qu'on a tous des problèmes. À partir du moment que tu laisses tes problèmes être plus grands que toi, tu fais quoi là? Tu vas vivre pour ça. Donc moi, c'est ça que moi je fais. J'ai mis jamais ma vie en fonction de mes problèmes. Comment tu fais ça concrètement? Comment tu fais? Parce qu'on a tous des problèmes, hein, c'est propre à la condition humaine d'avoir des problèmes et des difficultés. Concrètement, comment tu fais pour te dire, ok, j'ai mes problèmes, mais je ne vais pas me laisser devenir mon problème. Je ne veux pas être mon problème. Je veux être moi et avoir des problèmes. Comment tu fais? Ouais, moi, je suis, depuis petit, j'ai beaucoup de soucis par rapport à la famille. J'ai grandi dans une maison un peu cassée là. Mon papa était alcoolique. Et moi, j'étais responsable pour mes frères et pour ma soeur depuis petit. Ah, on va faire ci. Donc, je ne vois pas les problèmes comme tout le monde. Des fois, on a un petit souci, un stylo qui ne marche pas. Ah, ma pince, ça marche. Tu vas faire ça grandir. Parce que peut-être tu vas taper ta main, et ta main, tu vas faire ça, et tu vas taper ton genou, et tu vas agrandir ça. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'ai beaucoup de problèmes, oui, mais je ne laisse pas ça affecter ma personnalité, ma journée. Des fois, je sors de ma maison, c'est un petit truc qui ne se passe pas bien, j'essaie de régler tout de suite pour ne pas contaminer le reste de ma journée. Je pense que c'est le plus important, c'est de ne pas laisser les choses grandir. Par exemple, moi je suis marié avec ma femme, ça fait 17 ans. Et si on a une petite discussion, je ne laisse pas ça grandir, parce que ça va finir après. Donc on essaie de régler le plus vite possible. Quand on règle les problèmes le plus vite possible, ou si ce n'est pas possible de régler, laisse tomber. Ce n'est pas possible de régler, pourquoi on va dépenser l'énergie avec ça? Donc ça, c'est le plus important. Je pense que des fois, on vit trop en raison de nos problèmes, des choses qui sont difficiles. Mais la vie, elle passe tellement vite. Hier, j'ai arrivé ici hier, j'ai 25 ans, maintenant j'ai 42. Ça passe tellement vite que ça ne sert à rien de rester et se baser sur les choses difficiles de la vie. Le difficile, on se bat pour être sur ça. Mais il ne faut pas baisser la tête sous des problèmes. Depuis petit, au Brésil, quand tu es petit, tu es obligé. Je commençais à travailler, j'avais 9 ans. 9 ans j'avais. Et après, je travaillais, je viens du journal, je viens les choses à manger, je fais tout. Jamais quelque chose d'illégal. J'essaie toujours d'être le plus honnête possible. Et donc après ça, le problème, il fait partie de notre vie. Pourquoi qu'on va se cacher ou pourquoi qu'on va demander pourquoi ça avec moi, pourquoi ci, pourquoi ça? On va seulement agrandir les choses. Donc je préfère vivre avec ça et mes problèmes sont mes amis. C'est les choses qui vont me faire grandir, qui vont me faire tester. Parce que si toi, tu n'es pas testé, tu ne peux pas donner un témoignage. Donc c'est bien d'être testé, c'est bien Je préfère trouver les solutions qu'embrasser les problèmes. C'est ça les choses. Tu m'avais parlé, quand on a préparé notre rencontre d'aujourd'hui, tu m'avais parlé de quelque chose de très intéressant. Tu m'as dit, il y a le grand lion et le petit lion à l'intérieur qui sont tout le temps en lutte l'un contre l'autre. Est-ce que tu veux peut-être utiliser cette métaphore pour nos amis présents ici aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Moi, je suis professeur de peut-être 200 enfants. Enfants de 3 ans à 12-13 ans. Et je trouve la génération actuelle qu'on a est très faible en comparaison à la nôtre. J'étais obligé de me battre tout le temps, sans pleurer. Je suis père de 3 enfants. Des fois, ils jouent le foot, ah, j'ai mal à la jambe. Je dis, allez, mais continue, ça c'est rien. Donc les enfants, la plupart des élèves que j'aime aujourd'hui, les parents me cherchent pour ça, parce que je suis connu pour ça, pour travailler bien la tête des enfants. Et là, on a des situations, des fois, que les enfants commencent à s'entraîner dans le club, ils sont faibles, touchent, ah, ça fait mal, ah, ça sonne ici. Je dis, écoute, je parle tout le temps pour eux. On a 2 lions dans notre tête.
Et le lion que tu donnes plus de nourriture, c'est le lion qui va être plus présent dans ta vie. Comment que tu vas nourrir le lion faible et le lion fort? Le lion faible, tu vas nourrir avec les attitudes négatives, avec la jalousie, avec le mensonge, avec la triche. Parce que des fois, les enfants essaient de tricher, j'étais en train de nourrir le faible. Et surtout sous les attitudes négatives qu'on a. Si on dit qu'on n'est pas capable, ah, je ne suis pas capable, c'est trop difficile, ah, je suis content, zone de confort, tout ça, on va nourrir le lion faible. Et comment on va nourrir le lion fort? C'est des attitudes positives, c'est de chercher les choses plus difficiles, c'est d'aller se battre. Ah, tu as peur de ça? Ok, va contre ça. Regarde ton problème dans les yeux. Là, tu vas nourrir. Ah, c'est difficile, Igor, j'arrive plus, fais encore 2 fois, j'arrive plus. 2 pizzas pour le lion fort, fais encore 2. Il va faire 2. Et là, on va nourrir. Là, tu vas nourrir, tu vas faire le lion fort est tellement fort qu'il n'y a pas d'espace pour le lion faible. Et la seule solution pour ça, c'est la nourriture abstraite qu'on fait, c'est avec les attitudes qu'on doit avoir par rapport à les problèmes qu'on a dedans. Moi, ça m'intéresse toujours, c'est de me rendre compte qu'on peut aller chez le coiffeur, ça c'est très, très bête comme exemple, et on va avoir 10 personnes qui vont nous dire « Ah, t'as une super coupe de cheveux, j'adore ». Et une personne va nous dire « Ah non, ta coupe est pourrie, dégueulasse, qu'est-ce que t'as fait ?» Et nous, on va que penser à cette personne qui nous a dit que notre coupe était dégueulasse. Et c'est terrible de se dire « Non, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'on rumine tellement plus sur tous les éléments négatifs de notre vie plutôt que les éléments positifs ?» Donc je vous invite à réfléchir à cette dualité entre le lion fort et le lion faible, et combien on a du plaisir à nourrir ce lion faible, et à se réjouir de se répéter dans sa tête qu'on a une coupe de cheveux qui est affreuse, plutôt que se dire, tiens, en fait, 10 personnes m'ont dit que j'avais une chouette coupe de cheveux. Et comment faire finalement pour rompre ce cercle? Et c'est ça où, quand on a des témoignages tels que celui d'Igor, qui a eu quand même beaucoup de difficultés pour arriver là où il est, comment tu fais concrètement pour nourrir ce lion fort? Donc moi, souvent, je me dis, on a une voix intérieure. Mais souvent, cette voix intérieure, elle nous dit des choses négatives, elle nous dit rarement les choses hyper positives, genre t'es une fille trop sympa, etc. La voix négative, elle va nous dire ah, t'as pas fait ça assez bien, t'as pas fait ça assez bien. Et on a ce discours interne. Et souvent, je me dis, peut-être qu'à cette voix-là, il faut commencer à lui répondre plutôt que de l'écouter. Et je crois que c'est ça, avec cette métaphore du lion faible et du lion fort, on arrête d'écouter cette voix qui nous dit qu'on n'a pas fait assez, on devrait faire mieux comme ça, mais peut-être se dire, je peux alimenter mon lion fort. Et j'aime vraiment beaucoup cette histoire et cette image. Merci Igor. Et puis, si tu permets, je propose qu'on retourne à ton arrivée en Suisse, où là tu commences à grandir dans ta fonction de combattant, ou je sais pas. Ouais, par rapport au coiffeur, tu vois, moi je m'en fous. Si vous n'êtes pas mon chef, c'est comme. Ok, donc moi j'ai arrivé ici, on va là. J'ai arrivé ici à Genève, je me rappelle, à l'époque, le gars elle m'a dit viens, on a un endroit pour toi, tu vas donner un cours de Jiu-Jitsu, tu as beaucoup d'élèves, tu auras beaucoup d'élèves et tout ça. J'arrivais là-bas, je commençais à donner les cours de Jiu-Jitsu. Premier jour, 20 personnes. 12e jour, 30 personnes, j'étais cool. 3e jour, les gars, il faut payer 0. Tout le monde est parti. J'étais tout seul. J'ai dit, mais qu'est-ce que moi je fais là? Et moi, j'étais un peu perdu à l'époque. J'ai dit, mais... Je me rappelle qu'à l'époque, j'ai commencé à taper tous les fitness, là, silhouette, active fitness. À l'époque, c'était pas ça. Est-ce que vous avez un endroit pour moi? J'ai donné un cours de Jiu-Jitsu, on partage l'argent. Moi, j'ai des situations que les gens n'ont même pas regardé dans mes yeux. Je dis, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, ok. Mais j'ai tapé la porte de tout le monde. Et à cette époque, c'était difficile parce que moi, j'étais grand. Et les gens disent, oh, pourquoi tu ne fais pas le videur? Pourquoi tu ne travailles pas à boîte de nuit? Tu travailles en sécurité, des choses comme ça. J'ai dit, j'ai laissé ma famille au Brésil pour être un combattant de MMA. Ce n'est pas pour être un videur. Rien contre les videurs, c'est cool. Je travaille aujourd'hui, si c'est nécessaire, je vais travailler en videur. Mais mon objectif à l'époque, c'était celui-là.
Je dis, je veux rendre ma famille fière, je veux rendre ma mère fière, mon frère. Je ne suis pas ici, à Genève. C'est cool la ville, mais pas de comparaison par rapport au Brésil. C'est cool, il n'y a pas de violence et tout ça, mais au Brésil, on a le soleil tout le temps, les gens qui sourient, on n'a pas beaucoup d'argent, oui, ça c'est vrai, mais on est content quand même. On est heureux quand même. Donc moi je dis, je ne peux pas passer pour tout ça, pour commencer à écouter les gens qui disent, fais ça, c'est plus facile, fais ça. Je dis, non, je vais continuer dans mon chemin. C'était très difficile. Et les gens là commencent, les gens qui viennent, je vais t'aider, mais avec la même main que tu tapes le dos et tu prends le couteau. Et je me rappelle qu'à l'époque, je commençais à donner des cours de Jiu-Jitsu. Non, j'ai donné un cours de Jiu-Jitsu chez un club de sport. Le gars, il a organisé un événement de MMA. C'était le combat libre. Ok? J'étais là-bas. Il a organisé tout. Il ne m'a pas appelé. Il m'a appelé un jour avant le combat. Parce que pour lui, il savait que moi, j'étais à la rue. Je n'avais pas l'argent. Des fois, j'étais obligé de dormir dans les escaliers. C'était comme ça à l'époque. Et il m'a appelé, Igor, tu veux faire un combat? Et je suis quelqu'un que je n'ai pas peur, pas du tout. J'ai pas peur j'ai peur seulement de Dieu. Je n'ai pas peur d'un être humain. Je n'ai pas peur de la situation que je suis dedans. Igor, tu veux combattre demain? Et normalement, en combattant, il ne peut pas combattre, il peut pas décider un combat dans un jour. On a besoin de 6 semaines minimum, préparation et tout ça. La réponse que je lui ai donnée, vous allez me payer combien? Et 1000 francs. Je dis, non. Il dit, tu veux combien? J'ai dit 1000 francs. Parce que c'était le prix de billet d'avion pour aller voir ma mère. C'était presque un an, j'étais là, un année sans voir ma mère. Donc je pleurais tous les jours au téléphone. J'ai dit, ok, je vais combattre et après je vais avoir l'argent pour aller rester avec ma mère quelques jours. Ces jours-là, j'ai combattu. C'était un combat de 2 rounds. J'ai battu le gars les 2 rounds. Mais l'organisateur, il a donné un 3e round, parce qu'il faut que j'avais pas la souffle, j'étais fatigué. Donc le combat, il était programmé pour me faire perdre. Allez, cette brésilienne sortie, on n'a pas besoin de lui ici. Et le gars au 3e round, il m'a donné un coup de genou au nez, il m'a cassé le nez, et le sang, il a commencé à tomber. Mais moi, j'étais cool avec ça. Pour moi, ça ne me dérange pas. L'arbitre, il a arrêté le combat. Et le gars, à l'époque, il dit, ah, Genève n'est pas prêt pour voir cette quantité de sang. C'était très choquant pour les gens. Ok, j'ai perdu. Après, j'étais au Brésil, j'ai retourné, j'ai perdu encore 3 fois consécutives. Et je commençais à penser vous savez quoi, peut-être je vais arrêter. C'est très difficile pour moi, je n'ai pas un endroit pour dormir. Parce qu'à l'époque, j'étais dans le club pour faire les entraînements et après, je ne savais pas où j'allais dormir. Donc c'était difficile, je n'avais pas un temps pour reposer, pour manger. Donc c'était à ces moments-là que j'ai commencé à... J'ai dit peut-être je vais arrêter. Et là j'ai trouvé ma femme. Et comme moi je suis un peu fier, de moi j'aime bien rendre les gens fiers, j'ai dit, tu sais quoi, je vais prouver pour cette femme et pour mes enfants, pour ma mère, que je suis capable encore et je vais continuer dans cette chemin, dans ce parcours. J'ai décidé d'aller en Allemagne, je me préparais bien là-bas. Et là je me préparais bien. J'ai resté 16 ans, 16 combats, 4 ans sans défaite. C'était à ces moments-là que j'ai signé un contrat avec l'organisation plus grande des sports de combat, c'est au UFC, aux États-Unis. J'étais dans le show de télé-réalité aux États-Unis aussi, à Las Vegas. Et ma vie, elle a changé complètement après ce moment. Mais si moi j'étais embêté pour ma coupe de chez vous, je ne pourrais jamais être ici aujourd'hui. C'était impossible pour moi, parce que les choses étaient très difficiles. J'ai me battu contre beaucoup de racisme, beaucoup de gens qui étaient contre moi, même dans ma communauté brésilienne, et beaucoup de gens qui ne croient pas. Igor, je ne crois pas, mais pourquoi que j'ai besoin que les gens croient moi? Je crois moi-même. C'est ça le plus important. Moi, je garde une phrase dans ma tête, c'est on travaille comme ça qu'est nous dans cette vie, et on va prier comme ça qu'est Dieu dans cette vie. Donc c'est ça que moi je garde pour moi. Et heureusement, après toute cette période de difficultés, j'ai réussi à trouver un appartement, je commençais à dormir bien, à manger. C'était possible pour moi de me préparer 5 à 6 heures par jour. Et là, je commençais à gagner. Moi, j'étais, comme Lorraine elle a dit au début, j'étais la première personne résidant ici à Genève, en Suisse, en toute la Suisse,
qui était dans le UFC et dans le show de télé-réalité. Donc c'était un truc énorme à l'époque, de 2013 à 2015, que je suis très fier, et mon club il est encore plein grâce à tout ce trajet, tout ce parcours, toute cette période difficile de ma vie. Et Igor m'a dit, pourquoi tu as continué? Parce que c'est ça, exactement. J'étais là pour moi, pour ma vie. Et moi, j'ai beaucoup. Si moi, je dis, aujourd'hui, je suis professeur, je suis entraîneur de foot aussi. Mais pourquoi tu commences le foot? Parce que j'ai 42 ans, je ne veux pas avoir 50 ans devant la télé, manger, allez, ramène. Non, je veux être en activité. Je cherche plus de challenges. Je vois un coach de foot, 70 ans à côté de terrain, c'est ça que j'ai vu. 80, en train de se battre avec les autres, c'est ça que moi j'ai vu. Je ne veux pas simplement arrêter, m'asseoir et attendre le fin de la vie. Ah, ok, c'est cool, je ne travaille pas, je suis bien, zone de confort, zone de confort. Moi, je suis allergique à la zone de confort. Igor, quand on a discuté la semaine passée, tu m'as dit également à un certain moment que tu avais toujours peur. Évidemment, il y a toujours la peur, mais la peur, elle est... Et tu m'as dit quelque chose de très intéressant, tu m'as donné un exemple où une fois tu avais pris une vitamine ou quelque chose comme ça qui enlève la peur. Est-ce que tu peux raconter ça à notre public aujourd'hui? Ouais, ça c'est... Moi je dis à tout le monde, c'est impossible d'être courageux si tu n'as pas peur. La courage, ok, c'est un résultat si tu as peur. Tu as peur, tu as fait, tu es courageux. Donc, et ça c'est nécessaire pour nous, on a besoin de ça. Moi si je n'ai pas peur, ça ne va pas. Tu vois, un chien, par exemple, il est devant l'autre, il commence à grandir pour faire l'autre avoir peur. S'il continue cool, l'autre chien va lui mordre et après c'est fini. Je me rappelle une fois, j'étais aux États-Unis pour me préparer là-bas et j'ai connu des gars d'Aguestan. C'est le mec de Russie. À l'époque, c'était le gars, ils ont toujours la tête comme ça, ils n'ont pas assez des guerriers. J'ai vu que les mecs ils prenaient des suppléments alimentaires et tout ça. Je dis, mais c'est quoi ça? Il dit, ah, ça c'est bien pour physique et tout ça. Ah, ok, donne-moi. Je commençais après ça. À l'époque. C'était pas un truc de dopage, de rien. Mais je me rappelle que moi j'étais là, j'ai un combat. Ce combat, j'étais bizarre parce que j'avais pas peur. Et normalement, quand tu vas faire un combat d'MMA, tu as peur tout le temps. Tu ne dors pas. Donc, depuis que tu signes le contrat, tu as peur. Tu ne dors pas. Ah, je vais mourir. Le mec va me casser. Ah, ma femme, mes enfants. Parce que c'est dur. Et tu as peur quand tu vas dans le vestiaire. Je pense que ce n'est pas pour tout le monde. C'est très difficile de sortir de cette vestiaire et de dire, allez, t'es le prochain. Il y a quelqu'un qui t'attend là. Je vais te tuer. Je vais manger ton cerveau. Tu as peur. Et à ces jours-là, je n'avais pas peur. Je dis, mais c'est bizarre, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je n'avais pas peur. Je me rappelle que l'arbitre essayait de parler avec moi avant. Et je dis, mais ça va, Igor? Je dis, tu vas faire ci, 2 minutes de combat, j'ai dormi. J'ai perdu le combat. J'étais tellement calme et tranquille que je n'étais pas prêt pour me battre. Si tu n'as pas peur, si tu n'as pas peur, tu n'es pas prêt. Ah, je vais chercher ça, demain je vais me faire interviewer pour un boulot. J'ai peur. Ça dit que tu veux le boulot. Ah non, j'ai pas peur, je m'en fous. Je trouve pas. Ah. Donc après, j'ai entré sur l'internet, j'ai regardé ce supplément, parce que c'était bizarre. Et j'ai vu que c'était un supplément russe, donc c'est un médicament, qui était fait pour les soldats à la guerre d'Afghanistan. Pour que les soldats les rentraient dans le terrain de guerre sans avoir peur. J'ai dit, ah, c'est pour ça que moi. Et je n'ai jamais pris ça. J'ai dit, j'ai vu, j'aime bien le peur. Parce que quand tu as peur, tu es fier de dire après, ah, je suis courageux. Si tu n'as pas peur, ça sera quoi? Tu n'as rien. Normalement, tu n'as pas peur, tu n'avances pas dans ta vie. Ça, c'est sûr. Ah, moi, j'ai vu ma vie sans souci. Je reste ici, tranquille, avec mon taxi, avec ma tabacerie. Pour moi, c'est cool. C'est bien pour toi. C'est pas grave. Mais pourquoi pas aller plus loin? On peut, hein? On a 24 heures par jour. 365 jours par année. Pourquoi rester sur la même place? Pourquoi faire la même chose tous les jours si on est capable? On a un cadeau, tous les matins, on a un cadeau que c'est les yeux ouverts.
C'est ton cadeau. On attend quoi? Une montre, une voiture et tout ça. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau. Tu as encore 24 heures pour changer ta vie. Et tu vas faire quoi? C'est ça que moi j'ai pour moi. Et toujours, des fois, ma femme, calme. Tu cherches tout le temps les choses. Je dis, c'est moi, je suis comme ça. Donc notre vie, on ne peut pas se baser, on ne peut pas être confortable dans la zone de confort. Netflix, frigo, papa et maman, enfants, on peut chercher les choses en plus. C'est pour ça que moi maintenant, dans cette période de ma vie, grâce à Dieu, j'ai besoin de travailler toujours, mais je suis dans une situation meilleure que la situation que j'ai eue avant. Mais je continue à avancer. Combien de fois que j'ai rentré dans ma maison au Brésil, de l'école, et j'ai vu les télévisions, les canapés dehors, puisque mes parents ne payaient pas la loyer à l'époque. Ah non, vous allez... Parce qu'au Brésil, c'est pas comme ici. Hein. Juge, Asloca, je ne sais pas quoi. Au Brésil, tu ne payes pas. Ciao. Bye bye, tu rentres de l'école et après tu vas direct. Tu vas chercher un endroit pour toi. J'habitais dans les sous-sols d'un tabacarie déjà, avec toute ma famille. J'ai dit, je ne veux pas ça pour mes enfants. Heureusement, grâce à mon travail, ils ne vont jamais tomber dans la même situation. Donc pourquoi pas? Merci vraiment à toutes et tous. Ce que je propose, c'est qu'on aille... Là, on a un petit chariot avec des boissons, des jus, des chocolats, qu'on continue à partager un moment de convivialité ensemble. Rencontrez-vous. Avant tout, on est ici pour également créer du lien, de l'amitié, du réseau. Donc, un grand applaudissement pour Igor qui a accepté de venir ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.